l'enregistrement. Alors, je vais donner les instructions pour commencer, hein. Donc, ça va être une conférence encore un peu plus magistrale, donc du même style que celle d'hier. Ça va être majoritairement, genre, je vais vous demander de vous mute, et il va y avoir des périodes de questions-réponses toutes les quelques slides, selon si c'est bien acquis ou pas. Donc si vous voulez parler, vous pouvez le faire dans le chat, je vais pouvoir lire en direct. Mais du coup, je vous demanderai de pas parler ou parler de limonade ou rigoler comme Spruello pendant la conf. Euh, du coup, le sujet, bah, c'est la socionique. Du coup, on va voir à peu près les bases théoriques du modèle. Du coup, vraiment les fondements à la source de ce qu'est la socionique. On va développer un peu comment il faut envisager le modèle et sur quoi il est avantageux ou pas. Donc, c'est parti. Déjà, faut déjà définir ce que c'est la socionique et comment ça a été conçu historiquement. Donc, comme les autres typologies, c'est une manière de décrire et classifier au moins qualitativement les personnalités des gens en types. Donc ça, vous devriez déjà être familier. Euh, la socionique s'inscrit généralement dans une démarche de découverte ou de développement de soi, comme d'autres typologies. Il y a des particularités à la socionique par rapport aux autres typologies, hein, comme le MBTI, le tempérament, le néagramme, l'OPS. Déjà, il faut savoir que ça date à peu près des années 70 en Union soviétique, donc c'est un bon truc russe, hein. Et que le contexte avec le communisme et tout, bah, ça poussait le truc à être vachement plus social. C'est focusé sur en fait les rôles sociaux dans une bonne société soviétique. Donc il y a vraiment une énorme partie de la socionique qui est intéressée par la société, la sociologie, etc. Du coup, le but de la socionique avant tout, c'était pas de comprendre les individus en tant que tels, c'était surtout de comprendre le contexte social et comment l'individu il s'intègre dans ce contexte social. Du coup, vu que ça a été fait par des gros TI-base vénères là, faut comprendre que le modèle en tant que tel, il est extrêmement strict et structuré lorsqu'on le compare avec d'autres typologies comme le MBTI ou le Nagram. Donc on est sur des définitions assez approfondies, claires, et surtout une hiérarchie au sein du type qui est vachement stricte et qui laisse pas énormément de place à l'interprétation. D'autres caractéristiques notables sont par exemple que les comportements visibles sont étudiés. Donc on n'est pas simplement sur une démarche qui va venir classifier les gens selon leur pattern cognitif, mais plutôt sur un combo entre leur rôle social, leurs habitudes de vie, leur mode de vie, les comportements qu'ils ont tendance à avoir, leur manière de réfléchir, leurs idéologies, etc. En pratique, le modèle il est relativement facile à utiliser. Ça, faut savoir que puisque le modèle est extrêmement strict, ça fait en sorte qu'il y a peu de place à l'interprétation, que c'est assez facile de concevoir un type. Cependant, la théorie derrière, elle est extrêmement compliquée. Enfin, il y a beaucoup de par cœur à retenir, il y a beaucoup de définitions, et c'est plus ou moins mathématique dans sa conception. Donc il y a un peu une difficulté théorique mais une facilité pratique qui je trouve caractérise beaucoup ce modèle. Sinon, vu que c'est concentré sur le contexte social, euh, il y a beaucoup de place aux dynamiques intertypes, donc entre les différents types. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir qu'il va y avoir des classifications comme les quadras et compagnie. Et il va y avoir une place extrêmement centrale et au sein même des axiomes qui définissent le modèle sur la relation entre l'individu et son environnement, donc que ce soit social ou que ce soit physique, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, tout va bien. Ok, pas de questions. Next. Donc, on va parler du concept de modèle A, qui est la base absolue de la socionique. Donc, quand on parle de socionique, généralement, on parle du modèle A. Il y a d'autres modèles, donc il y a plusieurs théories additionnelles qui se sont créées au fur et à mesure, mais le modèle A, c'est ce qui a fondé la socionique. Le modèle A, le A, il vient de Oshra, qui est la créatrice de la théorie originelle. Après, il y a d'autres trucs que à peu près personne n'utilise, genre le modèle T et compagnie. Et il y a aussi le modèle G. Alors le modèle G, c'est assez facile de tomber dessus parce qu'il y a un certain pourcentage des gens qui utilisent ce truc, même s'il est faible et minoritaire. Faut savoir que c'est vraiment une théorie différente de ce qu'on entend typiquement par socionique, qui est vraiment centralisée sur le modèle A. Faut savoir que le modèle G n'a absolument pas les mêmes bases théoriques du tout, donc c'est vraiment pas la même théorie.
Le modèle A il va se concentrer surtout sur la structure des types, donc c'est-à-dire les fonctions des types et les éléments d'information. On va voir à peu près plus en détail ce que ça signifie fonction et élément d'information, mais ça va être sur comment le type de l'individu est formé et comment il interagit avec son environnement. Ensuite, il faut comprendre qu'à peu près comme toutes les typologies qui dérivent des concepts de Jung, c'est basé sur le concept d'asymétrie psychologique. Donc en fait l'idée c'est que l'individu est déséquilibré dans son fonctionnement psychique. Donc plus il fait quelque chose de manière fréquente, plus l'inverse de cette chose sera négligé. Donc si quelqu'un est à fond dans on va dire des abstractions théoriques, il va avoir moins de place laissée sur le social et sur le côté plus pratique de la réalité par exemple. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, ça me je savais pas. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui constitue précisément ce à quoi la socionique s'intéresse, hein. Donc on va voir les dichotomies élémentaires, donc ça se combine pour créer les éléments d'information. Donc on a extraverti, introverti, qui est tout ça c'est des dichotomies qu'on appelle jungiennes parce qu'elles viennent de Jung. Là, il y a une différence avec Jung en tant que tel et une différence avec les autres typologies dérivées de Jung. C'est que la différence entre introverti et extraverti, c'est plutôt que l'extraverti est focus sur les choses de manière directe, donc on va dire les blocs qui constituent une certaine information, et alors que l'introverti est focus sur plutôt les liens entre les choses et les principes qu'il y a derrière les choses. Donc on peut dire que l'extraverti est concentré sur ce qui est plus visible et ce qui est plus direct, alors que l'introverti est plus focus sur ce qui est invisible ou les règles derrière les trucs, quoi. Ou en tout cas la relation entre lui et son environnement. Faut vraiment comprendre aussi que la socionique, contrairement aux autres typologies, porte un énorme, enfin se concentre surtout sur la réalité en tant que telle. Donc en fait là, on n'est pas sur réellement une catégorisation des individus, on est sur une catégorisation de la réalité en tant que telle. Donc en fait, ce qui est extraverti, c'est plutôt il est concentré sur les parties de la réalité qui sont directement visibles et qui sont directes, alors que les introvertis sont focus sur la partie de la réalité qui constitue les liens entre les choses. C'est une distinction importante parce qu'en fait, la base vraiment de la socionique, c'est de rendre ces fondements plus objectifs et ensuite de décrire les relations que l'individu a avec son environnement. Ensuite, on a éthique et logique qui est rationnel, on va voir après ce que c'est. euh, qui est plus focus, pour éthique, hein, qui est plus focus sur le côté moral, humain et interrelationnel de la réalité. Donc tout ce qui va concentrer, enfin tout ce qui va se concentrer sur les sentiments, tout ce qui va se concentrer sur les relations sociales, ça va être dans le domaine de l'éthique. Alors que tout ce qui est logique, ça va être plus concentré sur le côté systémique, mesurable de la réalité, les procédures, les lois, les règles, les principes, tout ça c'est une distinction. Donc c'est-à-dire que si on est un type qui favorise l'éthique, on va un peu laisser de côté le côté logique et vice-versa. Pareil pour introverti et extraverti évidemment. Ensuite, on va avoir une autre dichotomie qui est sensation-intuition, qui est l'irrationnel. Là où on a un type qui préfère la sensation, il va préférer le tangible, l'immédiat et le concret, alors que l'intuitif va préférer l'intangible, les idées à l'invisible. On va dire que la sensation elle est beaucoup plus liée au corps et à l'environnement, donc comment l'environnement impacte le corps ou comment le corps impacte l'environnement, alors que l'intuition est beaucoup plus concentrée sur le côté un peu plus spirituel et idéaliste de la réalité, donc comment les idées vont impacter notre esprit ou comment l'esprit va impacter le monde des idées. Et ensuite, on va voir rationnel et irrationnel qui a une double fonction, on va dire. C'est que il y a une dichotomie au sein même de celle qui est éthique et logique qu'on avait vu, c'est que éthique et logique, les deux sont rationnels, et sensation et intuition, les deux sont irrationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que éthique et logique est fondée en fait sur le fait d'évaluer la réalité selon des critères. Donc quand on fait un jugement éthique, on va se baser sur des critères, par exemple les sentiments, si ça me fait sentir bien ou mal. On va se baser sur un jugement éthique, donc est-ce que ça correspond aux normes éthiques.
Pareil pour logique, on va se baser sur une évaluation systématique. Donc est-ce que le truc est efficace, est-ce que le truc fait sens, est-ce que le truc est organisé, tout ça c'est des jugements. Alors que avec sensation et intuition, on va surtout avoir un focus sur l'information en tant que telle, donc plus viscérale et plus déconstruite et sans forcément être directement jugé. Donc on est plus sur une espèce de perception de la réalité. Faut savoir donc que les types rationnels ont un élément F ou T en base. On va voir après ce que c'est base, mais plus ou moins ils sont définis par leur élément F ou T, alors que les irrationnels ça va être l'inverse, ils vont être définis par un élément N ou S. Et il faut aussi savoir que tous les types sont un peu un mélange de tous ces concepts. Donc par exemple, un type peut avoir une éthique dominante qui va être introvertie et ensuite avoir une sensation à côté qui va venir assister le truc éthique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais, vite fait. Du coup, t'as montré trois dichotomies, extraverti, extraverti, introverti, éthique, sensation, intuition, Mhm. et ça fait 16 types, alors qu'il n'y en a que trois dichotomies. Oui. Bah, 3 fois 3 ça fait 9. Enfin, en MBTI, il y a 4 lettres, Oui. et du coup, on comprend que si tu regardes toutes les possibilités, t'as Ouais. 16 possibilités. Bah, si tu veux, t'as éthique en base, logique en base, et après, tu peux avoir éthique en base puis sensation à côté, ou éthique en base et intuition à côté, tout comme tu peux avoir logique en base et sensation à côté, puis logique en base puis intuition à côté. Après, tu peux inverser ça, tu peux avoir sensation en premier, puis éthique en deuxième, etc. Et ensuite, tu peux avoir une charge différente dans la base, donc soit extraverti, soit introverti, ce qui va faire en sorte que tu as ces types au total. Mais dans les trois lettres. Oui. Enfin, genre, je regarde ça, t'as regardé de façon robot. Oui. T'as que 9 façons d'agencer, 9 façons d'agencer 3 lettres. Bah oui et non parce que du coup ça ferait on va dire les types plus basiques mais du coup ce que tu oublies c'est en fait le reste, c'est-à-dire les types éthiques qui ont de la sensation en créative et les types éthiques qui ont de l'intuition en créative, bah ça te crée deux nouveaux types. Du coup, il y a le type qu'on veut pas écrire en 3 lettres. Ah si. Ça, Attends, je comprends pas. par Vas-y. exemple, on va prendre un type, on va prendre IEE et on va prendre EIE. C'est deux types avec qui sont NF extravertis. Donc, ils ont de l'éthique et de l'intuition principalement et ils sont extravertis. Sauf que EIE, ça veut dire quoi? Ça veut dire ethical, donc éthique, puis intuitif, puis extraverti. C'est ça la signification de Hmm. EIE. Donc, c'est un type qui a une éthique en dominante, donc c'est la première lettre, puis une sensation en deuxième, puis il est extraverti, donc l'éthique elle est extravertie. Ensuite, IE, c'est un type qui va avoir de l'intuition en dominante, puis de l'éthique en second, en créative, et l'intuition va être extravertie. Donc je vois pas trop le problème. Mais mon problème, c'est juste. Tu prends une séquence 1, 2, 3, et je vois que tu as 9 façons d'agencer la séquence 1, 2, 3. Et là, c'est juste sur ça, sur ce détail-là que je bug. Alors qu'il n'y a pas ce problème-là en métier, vu qu'il y a Ok, vu qu'il y a 4 lettres. éthique et logique, sensation, intuition peuvent être organisés de 8 manières différentes. Donc éthique, sensation, éthique, intuition, logique, intuition. Puis à l'inverse, sensation, éthique, sensation, logique, intuition, éthique, intuition, logique. Puis tous ces 8 types peuvent être soit extravertis, soit introvertis, ça fait 16. J'ai arrêté de poser des questions. Je suis TIRD, j'ai arrêté de poser des questions. Bon, d'autres questions? T'inquiète. On verra plus en détail ce que ça veut dire après. Là, pour l'instant, il faut juste retenir ces concepts. Donc, il y a des différences entre les gens qui Ouais. sont fondées sur quelle catégorie de la réalité ils préfèrent et quelle catégorie de la réalité ils voient en premier. Ça va donner différents types d'infos qui sont perçus par l'appareil psychique.
et ensuite ces différents types d'infos vont être métabolisés. C'est ça la base de la socionique. Donc en gros, tu as une réalité objective. La réalité objective, elle peut être séparée en plusieurs catégories, et tu vas avoir 16 types qui vont avoir un agencement différent dans leur manière de percevoir cette réalité, que ce soit dans la manière dont ils la valorisent, donc leur motivation, que ce soit dans leur force, donc qu'est-ce qu'ils perçoivent plus facilement et plus en détail, que ce soit dans leur pattern de base, donc qu'est-ce qu'ils font le plus facilement, le plus intuitivement, etc. Jusque là, ça va. Tout fait distance présentement. Ok. Bon, après ces trucs-là, en fait, ils vont se combiner donc avec les dichotomies extraverti-introverti. Donc les dichotomies rationnelles et irrationnelles se combinent avec la charge extraverti ou introverti pour donner ce qu'on appelle des éléments d'information. Donc les éléments d'information, ça décrit notre relation avec certaines catégories de la réalité. Il faut savoir que donc la socionique, elle rend tout objectif. C'est pas une étude du cerveau humain ou je sais pas quoi, c'est une étude avant tout de la réalité. Et ensuite, on va passer à l'individu, on va voir comment il perçoit cette réalité. Donc, la réalité est donc séparée en 8 catégories qui sont les éléments. Comme on peut voir, on a les mêmes lettres, hein. On a T pour thinking, qui veut dire logique. On a S pour sensation, on a N pour intuition, on a F pour feeling, donc éthique. Et donc voilà. Et ensuite, on a E et I pour signifier que c'est introverti ou extraverti. Jusque-là, ça va. Mhm. Donc, FE, ce que c'est de l'éthique extravertie. Donc, ça va être des informations sur les états émotionnels et comment ils sont communiqués. Donc, plus ou moins, comment mes émotions peuvent impacter mon environnement, comment les émotions de mon environnement m'impactent, comment les émotions des gens fonctionnent. Ok, donc il y a une partie qui est extravertie là-dedans. On va se concentrer sur le visible. Ce qui est visible, c'est les émotions. Ça va être différent de FI, qui est tout à droite, qui est des informations sur l'attraction et répulsion vis-à-vis de quelque chose, les relations et les règles éthiques. Donc, le FE, c'est vraiment les émotions, les états émotionnels, c'est-à-dire se sentir triste, heureux, le partage d'énergie visible, alors que FI, ça va être de l'information introvertie, donc un peu plus cachée, un peu plus sur les liens entre les choses. Donc, on va plus se concentrer sur si j'aime au fond de moi quelque chose ou pas, donc si je suis attiré ou repoussé par quelque chose, sur les relations entre les gens, donc pas les émotions des gens, mais vraiment les relations interpersonnelles qu'il y a entre eux, et sur les règles éthiques, parce que les règles éthiques, c'est un peu, c'est-à-dire la politesse et tout, c'est un peu ce qui régit au fond les interactions sociales. Donc on est sur deux types de la même information de base, hein, c'est-à-dire les gens, les émotions et tout ça, mais perçues d'une manière très différente. Maintenant, il faut savoir si quelqu'un préfère FE, il va délaisser un peu FI et vice-versa. Donc on peut n'avoir qu'un seul des deux. Jusque là, ça va. Donc on va contraster les autres. J'ai mis les extravertis en haut et les introvertis en bas à peu près. TE, ça va être de la pensée extravertie, donc ça va être de l'information sur le savoir, les activités efficaces et l'utilisation de ressources. Donc en fait, tout ce qui est visible dans ce qui est de la pensée, ça va être dans le cadre de TE. Donc TE, contrairement à TI, qui est de l'information sur les structures, les principes derrière les choses et les lois, se contente plus d'avoir un spectre élargi d'informations factuelles et d'évaluation sur des systèmes, sur, on va dire, des évaluations externes, donc si le système il est utile ou pas, alors que TI va plus chercher à savoir comment ça marche au fond, donc comment la structure elle fonctionne, quels sont les principes derrière les choses. TI un peu plus abstrait et philosophique, alors que TE un peu plus sur, on va dire, de la science, des connaissances brutes, puis comment les appliquer. Jusque là ça va. Mhm. Ensuite, on va passer à la sensation. Donc SE, on est, comme on est sur de la sensation, on est sur le rapport entre le corps et l'environnement. SE, c'est l'information sur le territoire spatial, donc l'environnement tangible, et l'influence que l'on peut avoir dessus. Donc comment, si on veut, mon énergie physique, elle peut impacter mon environnement. Comment je peux faire changer les choses dans mon environnement en utilisant ma volonté.
Et si, ça va être le processus inverse, hein. Donc c'est l'information sur comment notre environnement impacte notre état physique. Donc c'est comment je me sens vis-à-vis de mon environnement, est-ce que c'est confortable ou pas, est-ce que c'est agréable ou pas, comment mon corps se sent vis-à-vis de l'environnement, alors que SE n'a que faire de ce type d'information, SE cherche à utiliser son corps pour avoir un impact sur son environnement, quitte à ce que ce soit inconfortable, etc. C'est pareil, les autres, hein, c'est contrasté. Effie s'en fout un peu de l'expression émotionnelle et d'impacter les gens émotionnellement avec ses émotions, quitte à ne pas exprimer toutes ses émotions et à les réprimer un peu au fond de lui, alors que FE, il va se concentrer sur l'interaction émotionnelle, quitte à ce que les liens entre les gens ils soient réprimés. Maintenant, un autre truc avec ça, avant de passer à l'intuition qui est un peu plus complexe à comprendre, mais je vais y venir, c'est que c'est pas nécessairement lié à des gens, même pour tout ce qui est FE et FI. C'est-à-dire que FE, tu peux catégoriser la réalité entière avec ce machin. Par exemple, tout ce qui est artistique, tout ce qui est théâtre, c'est du FE. Ça fait partie de la catégorie de la réalité qui est FE, parce qu'il y a un intérêt sur l'expression des émotions dans l'art et le théâtre. De la même manière, FI se concentre aussi sur les goûts d'autres personnes, sur comment les gens ils se sentent au fond d'eux. Donc c'est pas limité à juste soi-même ou quoi, c'est vraiment des catégories de la réalité qui sont perçues de telle manière. Pareil pour TI, en fait c'est pas juste que TI c'est un mec curieux qui cherche à comprendre les principes derrière les choses. Avec TI t'auras plus une adhésion aux lois, au système, et plus généralement ça te donne quelqu'un qui est fondé sur une liste de règles à suivre, on va dire. Tandis que TE n'a que faire des règles, hein, qui régissent la société ou les systèmes ou peu importe. TE regarde juste plus ou moins si ça correspond à la littérature qui est l'information de pensée externe, et sur si c'est efficace, si ça marche ou pas, c'est tout. Quitte à être un peu rebelle, anticonformiste. Maintenant, on va voir NI et NE. Alors les deux c'est de l'intuition, donc c'est un peu des informations plus spirituelles, plus mentales, et plus liées à des idées. Donc NE est lié à son environnement puisqu'extraverti, donc il voit les choses de manière directe, et il va voir la réalité sous forme de potentiel. Donc en fait il voit le potentiel que peuvent avoir les choses. Il voit les choses sur comment elles pourraient être, plutôt que comment elles sont réellement. Eni, ça va être des informations sur comment les récurrences, donc les patterns, en fait, les trucs qui se reproduisent encore et encore, impactent notre inconscient et comment elles évoluent dans le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Eni va avoir surtout une vision de la réalité basée sur les informations inconscientes, donc tout ce qui est un peu symbolique, on va dire idées abstraites ou images mentales, en fait, qui vont venir représenter la réalité sous une forme inconsciente. Et ensuite, les récurrences dans la réalité vont venir à peu près impacter cet inconscient de la même manière. Et donc, il va y avoir une récurrence dans les images qu'il perçoit, et donc il peut lier diverses perceptions qui ne sont pas directement liées, et percevoir comment ces trucs-là évoluent dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, c'est un peu dense. Non, c'est parce que moi j'avais pas de contexte général avant de rentrer ici. Fait que ce que je peux comprendre, et ça revient à ce que tu avais dit au début, c'est que par exemple ces types-là, par exemple, que tu donnais certains types qui étaient plus conformés, certains types qui étaient plus ancrés sur le rebelle des règles établies. Donc le pentagramme que tu avais envoyé hier, c'était plus ça que ma tête tourne autour de ça. C'est par exemple, genre, quand il y avait des choses qui disaient, par exemple, 7 c'était à l'encontre de, je sais pas, je pense 1 et 3 ou un truc comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est ça, par exemple, c'est ça Non, que ça t'avais dit que... c'est un autre modèle qui s'appelle le Ok, néagramme. Là on parle de socionique. ok. Euh, Dans ce cas, c'est moi qui les ai donnés. mais la socionique est différente de l'énéagramme parce que le néagramme cherche à décrire le fonctionnement psychique au fond de l'individu, alors que la socionique cherche à voir le lien entre l'individu et son environnement, que ce soit social ou physique. Donc en Ok. gros, ça, c'est pas des processus psychologiques, c'est des informations que l'on perçoit de l'environnement.
Donc en fait, si tu prends une situation, il va avoir des informations qui sont TI, des informations qui sont NE, des informations qui sont FE, des informations qui sont TE. Ensuite, on va voir comment les différents types, ils vont intégrer ces éléments-là pour se créer une certaine image de la réalité. Donc, ok, d'accord. C'était ma seule question. Je voulais juste essayer de faire des liens avec quelque chose, mais maintenant je comprends que c'était pas vraiment la même situation. Ok. That makes way more sense parce que j'étais en train d'essayer de faire des liens avec le truc qu'on avait envoyé hier, puis ça faisait pas de sens de notre truc comme. Ok, bon, je vais continuer. Ensuite, on a les fonctions. Alors, c'est différent des éléments. On va dire que les fonctions, non, les éléments, c'est vraiment externe à l'individu, donc c'est vraiment des informations sur les choses. Ensuite, les fonctions, ça va décrire notre rapport avec ces catégories de la réalité. Donc c'est là où on part plus sur du psychologique, c'est avec les fonctions. C'est que, on va dire que la théorie de base de la socionique, c'est le métabolisme de l'information. Donc en fait, c'est comment l'individu digère les informations de son environnement. Et les types, en fait, c'est diverses manières de digérer l'information qui vont être retenues de manière stable dans le fonctionnement psychique de l'individu. Ce qui va te créer plus ou moins une personnalité, c'est ça l'idée. On peut mettre personnalité, on peut aussi mettre rôle social, on peut aussi mettre, on va dire, fonction psychologique. Comme on avait dit tout à l'heure, on est sur quand même un principe d'asymétrie psychologique. Donc en fait, plus on fait quelque chose, donc par exemple plus on fait de l'intuition, moins on va faire de la sensation. Je rappelle que sensation et intuition c'est opposé et que éthique et logique c'est opposé aussi. Pareil pour introverti, extraverti. Donc plus on s'attarde sur les éléments introvertis, moins on va s'attarder sur les éléments extravertis. En fait, je dis rôle social, c'est vrai que il y a une fonction qui est rôle, mais globalement, en fait, le type entier, c'est une interaction entre tous les trucs, donc ça comprend le rôle. Bref, je vais y aller. Du coup, les fonctions, ça va vraiment désigner l'ordre dans lequel les éléments sont métabolisés. Donc en fait, là, ça va être la relation psychologique que l'individu aura envers chaque élément d'information. Il faut savoir donc que il y a 8 fonctions parce qu'il y a 8 éléments d'information et que chaque personne va avoir une relation psychologique différente avec chaque élément d'information. Maintenant, faut comprendre que les 8 fonctions sont toutes différentes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un rôle différent au sein de l'appareil psychique de l'individu, et qu'elles aussi elles sont opposées et asymétriques. Donc plus on fait un truc, moins on fait l'autre. Euh, du coup, il y a ce qu'on appelle des dichotomies fonctionnelles. On va en présenter quelques-unes qui sont plus basiques, après on va aller dans le plus avancé. Mais pour commencer, je voulais parler de fort et faible, valorisé et dévalorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Fort, ça veut dire qu'on a des informations détaillées sur ce type d'informations, alors que faible, ça veut dire qu'on a des informations peu détaillées. Donc quand on a un élément qui est lié à une fonction forte, on va le percevoir dans des détails approfondis, alors que quand c'est faible, on va avoir une mauvaise maîtrise en fait, on va mal le conceptualiser, on va mal l'interpréter, etc. C'est à peu près ça que ça veut dire. Alors que dans tout ce qui est valorisé ou dévalorisé, en fait, c'est le rapport au niveau de la motivation que l'on a envers un élément. Donc, en fait, on peut avoir quelque chose qui est fort et qui est dévalorisé en même temps, ou on peut avoir quelque chose qui est faible et valorisé en même temps, ou fort et valorisé, faible et dévalorisé. Ces trucs-là sont pas dépendants, je sais pas quoi. Valoriser, ça veut dire qui est inclus activement dans la vie de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle le cherche de manière intrinsèque, elle apprécie ce type d'information. Dévaloriser, c'est l'inverse. Elle accorde pas énormément d'importance à cette information, en tout cas, elle y trouve pas forcément un sens, ou elle n'apprécie pas ce type d'information pour elle-même. Ça peut par contre être dans des buts détournés, donc des motivations plus extrinsèques, où on va trouver un sens au truc, mais pour d'autres raisons. Alors que valoriser, c'est vraiment t'aimes le truc pour lui-même. Donc je continue. Ce qui est fort ou faible, ça va être directement lié à ce qu'on appelle la dimensionnalité. Donc la dimensionnalité, c'est un chiffre qui va de 1 à 4 et qui va décrire à quel point l'élément est fort. Donc 1 étant le plus faible et 4 étant le plus fort. Donc 4, c'est l'élément le plus maîtrisé et 1, c'est le moins maîtrisé. Et entre les deux, on a 2 et 3.
Donc ça correspond, on va le voir plus tard, mais c'est 1D, 2D, 3D et 4D. Du coup, on se retrouve avec 8 fonctions selon si elles sont fortes ou faibles, valorisées ou dévalorisées, et d'autres concepts qu'on va voir plus tard. Mais pour l'instant, il suffit de retenir qu'on a la base, qui est vraiment le truc qui est central au type. Puis on a la créative, on a la role, on a la vulnérable, on a la mobilizing, on a la suggestive, on a l'ignoring, puis on a la démonstrative. Est-ce qu'il y a des questions? En passant, on va voir les définitions de chacun de ces trucs plus en détail après, hein. Et je vais vraiment sur la base des trucs, même si je sais que ça peut être un peu compliqué, parce que c'est ce qui va nous permettre de construire un type après, donc c'est vraiment l'essentiel. Juste une question. Entre les fonctions, est-ce que dans la base creative role, est-ce qu'ils sont dans un ordre ou pas là? Oui, c'est dans l'ordre. Donc, c'est dans l'ordre de quoi? Dans l'ordre de... En fait, quand tu perçois un truc, tu le perçois avec ta base, puis ta créative, puis ta role, puis ta vulnérable, puis ta mobilizing, puis ta suggestive, puis ton ignoring, puis ta démonstrative. Mais Ah d'accord, ok. disons que concrètement en pratique, ça sert pas à grand chose d'apprendre cet ordre. Mais par contre, dans cet ordre, il y a ce qu'on va appeler les blocs, et c'est la slide d'après. Or, ce que c'est un bloc. Mais la base et la créative elles sont ensemble, la role et la vulnérable elles sont ensemble, la mobilizing et la suggestive elles sont ensemble, l'ignoring et la démonstrative elles sont ensemble. Et fonctionnent entre elles. Ok. Mais c'est drôle de voir que la vulnérable elle est super haut alors qu'elle est 1D et que l'ignoring elle est super basse alors qu'elle est 3D. C'est Contre-intuitif. absolument essentiel, je vais en parler après, mais c'est parce que la role et la vulnérable sont conscientes alors que l'ignoring et la démonstrative ne le sont pas. Mhm. Ok. Je vais continuer. Bon, donc on a les blocs, on a le bloc ego, on a le bloc super ego, on a le bloc super idée, on a le bloc idée. Donc c'est 4 blocs qui vont venir eux-mêmes sous-diviser chacune des fonctions. Donc on a la base et la créative dans le bloc ego, on a la role et la vulnérable dans le bloc super ego, on a la mobilizing et la suggestive dans le bloc super idée, et on a la démonstrative, bah, j'ai oublié de l'indiquer, on a la démonstrative et l'ignoring dans le bloc idée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement mobilizing, suggestive, vulnérable, on le verra après. Mais il faut comprendre que dans le bloc ego, on a en fait le sens de l'identité de la personne, on a la zone principale dans laquelle ils sont le plus à l'aise, donc on a vraiment l'identification personnelle de la personne, et on a sa sphère de compétences principale, et généralement en fait sa vie entière va tourner autour de ce bloc, que ce soit au niveau de ses interactions, que ce soit au niveau de son mode de vie, que ce soit en mode de ses décisions, ça va beaucoup tourner autour du bloc ego. Ensuite, on a le bloc super ego qui lui est aussi conscient, mais en fait, il est dévalorisé. Donc, super ego et ego sont conscients. Il y en a un qui est valorisé et fort, l'autre qui est dévalorisé et faible. C'est ça la différence entre les deux. Et donc, le bloc super ego, ça va être surtout le sens des responsabilités et l'insécurité de la personne. C'est vraiment une zone très sensible sur laquelle la personne elle va se mettre en fait beaucoup de pression. Et la plupart de nos problèmes en fait ils viennent de ce bloc, en fait c'est le bloc super ego, parce que c'est là où tu te mets la pression, c'est là où tu as l'impression d'avoir des obligations même si tu t'en fous, c'est là où tu essayes de performer même si tu es nul. Et donc c'est un bloc super important. Puis on a le bloc super idée qui lui est inconscient, qui est valorisé aussi comme le bloc ego, mais par contre qui est faible. Donc on a inconscient, on a valorisé, puis on a faible. Et en fait, ce que c'est l'inverse du bloc ego au niveau des fonctions. Donc par exemple, si tu as TE et ENI dans ton bloc ego, tu vas avoir SE et FI dans ton bloc super idée. Donc en fait, vu que c'est des inverses, ça va venir complémenter le bloc ego. Et c'est pour ça que c'est valorisé en fait, c'est parce que ça permet de se compléter en tant que personne. C'est vraiment la zone d'aspiration de la personne. C'est là où il y a le plus de développement personnel, le plus de développement de soi. Et en fait, vu que c'est une théorie très sociale, on va vraiment partir du principe que en fait les gens, ils aiment pas les gens, les autres personnes qui ont leur bloc super égo à eux, mais en égo,
mais ils vont aimer les gens qui ont leur bloc super idée à eux, mais en égo. Donc en fait, il y a une complémentarité, et il y a des conflits selon les divers types de personnes. En fait, il y a une relation intertype qui est décrite pour chaque type avec un autre type. Je rappelle qu'il y a 16 types, donc ça fait beaucoup de combinaisons. Euh, et donc, le bloc super idée, c'est là où on va en fait un peu admirer les gens qui sont capables de le faire naturellement parce qu'ils l'ont en bloc égo. Et c'est là où on va le plus se développer. Ensuite, on a le bloc idée qui est lui inconscient, maîtrisé et dévalorisé. Donc en fait, on a la même maîtrise du bloc idée que du bloc ego. Ça, faut le comprendre, c'est que en termes de force, on est pareil sur idée et ego. Le truc, c'est juste que le bloc idée, il est inconscient et dévalorisé, donc oui, tu t'en fous. Ça désigne des sphères dans lesquelles la personne est compétente, mais elle voit pas forcément l'intérêt. Et si elle va avoir un intérêt, ça va être situationnel et surtout fondé en fait sur enfin, des résultats qui vont intéresser le bloc ego avant tout. En fait, c'est un peu une zone un peu plus flexible, un peu moins où on voit un peu moins l'intérêt. Question là-dessus? No, everything's clear. Moi, j'en ai eu. Les relations intertypes, est-ce que c'est vraiment à prendre au sérieux ou alors on peut y faire abstraction? Bah, en fait, c'est important à prendre en compte, peut-être pas pour déterminer le type de quelqu'un, mais c'est important à prendre en compte dans sa vie personnelle parce que ça donne d'assez bonnes indications. Particulièrement sur ce qu'on va appeler la dualité. En fait, c'est le type qui te complète le plus. Et c'est des gens en fait qui peuvent t'aider à avancer. Après, ça veut pas dire que tu vas forcément avoir des bonnes relations avec les gens qui sont censés te correspondre selon la socionique et vice versa. C'est purement pragmatique en fait, c'est vraiment juste genre est-ce que la personne t'apporte un intérêt objectif. Après, la relation, bah, évidemment, elle va se fonder sur d'autres critères, hein, sur si t'apprécies la personne ou pas, sur votre niveau de proximité, ce genre de truc, ça n'a pas rapport direct avec ça. Mais ça reste une partie assez intéressante de la théorie, je pense, pour le développement de soi. D'accord. Donc, du coup, les relations intertypes, comme la dualité, c'est juste en fait, par exemple, la dualité, c'est quelque chose, théoriquement, ça peut t'apporter quelque chose, mais t'es pas obligé d'avoir une affinité avec la personne. C'est juste Exactement. théoriquement, jamais tu travailles avec cette personne-là pour t'apporter des choses que tu n'as pas. C'est pas genre, tu t'apprécies cette personne, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas de rapport Ok. avec l'appréciation, avec le lien, c'est juste pragmatique. Ouais, ok, je vois, merci. Juste pour le ID, c'est juste de la nomenclature, ça veut dire quoi? Ah, en fait, bah, ça vient de Freud, hein. Mais c'est le ça de Freud. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie en fait, dans la théorie de Freud, c'est le bloc. Enfin, c'est le bloc. C'est la partie qui est la plus dans l'inconscient et qui désigne plus les pulsions. Après, est-ce que c'est directement lié à la théorie de Freud? Non, c'est juste le nom il vient de là. Mais dans ID et dans ça, il n'y a pas le. C'est pas la même lettre. Hein? Ah, mais c'est en Dans anglais. Et c'est quoi ça en anglais? C'est C'est id. ID? Non, c'est juste id. D'accord. Je savais pas que ça se disait ID en anglais. J'apprends en anglais. D'ailleurs, le ego, c'est pas ego, c'est le moi en français, hein. Et le super ego, c'est le surmoi. Super idée, ça n'existe pas dans la théorie de Freud, by the way. Bon, je continue. Donc, encore une fois, valoriser, ça désigne les sphères de la vie qui sont valorisées intrinsèquement. Du coup, le bloc ego et le bloc super idée sont valorisés. Donc, en fait, c'est ce que tu essayes d'incorporer activement dans ton style de vie et t'apprécies directement les informations de ce type. Donc, par exemple, on va être un peu plus concret, hein. Si tu apprécies FE, si tu valorises FE, ça veut dire que tu apprécies intrinsèquement l'interaction émotionnelle avec d'autres personnes, t'aimes bien que les émotions des autres t'impactent et vice versa. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors que dévaloriser, bah, c'est l'inverse, c'est les sphères de la vie à laquelle la personne n'accorde pas un intérêt intrinsèque, mais elle peut quand même avoir une certaine relation psychologique. Donc super ego et idée sont dévalorisés. Comme on a vu, il y a quand même une relation, hein, c'est pas juste hors du type. C'est-à-dire que super ego, il y a une relation où tu te mets la pression là-dessus parce que tu sais que t'es nul et t'as conscience d'à quel point t'es nul dans cette sphère, mais genre t'arrives pas à t'améliorer et tu sens une certaine pression sociale, genre de performance. Alors que idée, c'est que tu le maîtrises déjà, mais en fait tu vois pas d'intérêt et bah donc tu le délaisses un peu ou tu l'utilises de manière un peu plus pragmatique ou genre dans certaines situations. Donc bah pareil avec, on va prendre FE encore, donc interaction émotionnelle, expressivité de soi, etc. Bah c'est que tu vas être un peu dérangé par tout ce qui est
expression émotionnelle où genre tu vas te mettre la pression là-dessus à essayer de performer là-dessus parce que tu sais que t'es nul ou tu vas te sentir particulièrement vulnérable quand il s'agit de ça. Des questions? Donc, c'est basé vraiment sur. Et c'est ça que je trouve un peu intéressant, c'est le fait que. On dirait que ces critères-là, pour qu'on parle de la sphère d'ego, de la sphère d'idées ou de ces sphères-là, dépendamment, ça va changer vraiment de la personne en personne. Par exemple, comme tu disais que c'est pour certaines personnes, par exemple, leur sphère qui vont être le plus stressées par ou qui vont se sentir le plus incompétents, ça va être quelque chose de particulier, genre faire de la musique, par exemple. Et pour ces personnes-là, leur sphère d'ego et d'idées va changer ou c'est juste Bah, techniquement ils restent la même? c'est les trucs qui vont servir à définir plusieurs types. Et encore une fois, c'est basé sur l'idée d'asymétrie psychologique. Donc en fait, ce qui va se retrouver dans ton bloc super-ego, par exemple, sur lequel tu te mets la pression et t'es insécure, ça va être l'exact inverse, enfin le truc qui a le moins rapport avec ton bloc ego. Donc par exemple, si t'es Eni en base et TE en créative, donc dans ton ego, tu vas être SI en rôle et FE en vulnérable, donc ton bloc super-ego. En fait, il n'y a aucun rapport direct entre Eni et SI, et il n'y a aucun rapport direct entre TE et FE. Donc en fait, c'est vraiment des approches complètement différentes de ce à quoi tu es habitué. Et en plus, en fait, ça complémente pas directement dans ton bloc ego, contrairement au bloc super idée, qui lui, bah, vu que c'est l'inverse parfait de ton ego, bah, en fait, c'est vraiment les sphères de la vie qui se complémentent l'une à l'autre. Bah, c'est pas le cas du bloc super ego. Et donc, bah, t'es nul, mais en même temps, t'es tellement nul que tu réalises à quel point t'es nul. Et donc, bah, ça Ok, te stresse. dans le sens. Mais dans ce cas-là, est-ce que ce serait pas mieux, puis sûrement que c'est moi qui l'ai mal compris, mais est-ce que ce serait pas mieux dans ce cas-là pour une personne de rester dans le bloc, de prioriser sur son bloc idée, parce que c'est plus que c'est l'opposé techniquement de toutes les choses Super idée, c'est qui. super idée. Idée, Ouais, c'est. Tu super t'en fous. idée. Ok, ouais, je Ouais, vois. Ben, ce serait pas plus intéressant pour une personne de se focaliser sur son bloc super idée, justement, parce que c'est l'inverse de ce qui genre, ce que leur conscient fait ou ce qui est de leur conscient puis comment ils interagissent avec le monde en tant que tel. Fait que du coup, ça fait en sorte qu'ils aient plus une meilleure balance. bah en fait, ce que la socionique a dit, c'est que ouais, tu devrais apprendre à vivre avec ton bloc super ego, donc arrêter de te mettre la pression dessus, et à côté développer ton bloc super idée, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de te développer en tant que personne et d'être plus complet. Euh, En même temps, la socionique, elle place une certaine limite à quel point tu peux te développer, donc en fait, elle te conseille pas forcément d'aller directement bosser sur la force de ton bloc super ego, par exemple. Parce que pour elle, en fait, c'est une perte de temps parce que tu vas forcément revenir à ton bloc ego. Et ton bloc ego, vu qu'il a absolument aucun rapport avec ton bloc super ego, bah ça marche juste pas. Donc il va te dire à la place de trouver des stratégies pour accommoder ton bloc super ego. Et en même temps, pour développer ton bloc super idée, ça passe beaucoup par la socialisation pour le bloc super idée d'ailleurs. C'est en gros l'idée de trouver des personnes qui sont capables de te complémenter pour qu'elles puissent t'apprendre et pouvoir un peu t'entretenir sur ce point-là. D'accord. Mais, mais j'aurais une question. Oui. Si jamais, par exemple, la vulnérable, c'est une fonction qu'on dévalorise et qu'en plus ça, on maîtrise pas, Oui. pourquoi on se mettrait la pression dessus? Bah parce que en fait tous les éléments d'information ils sont nécessaires pour vivre. Ok, d'accord. Mais Donc, vu donc que c'est. je vais te donner un exemple random mais genre FE bah c'est un peu compliqué de fonctionner socialement quand on a rien à foutre de FE et que ça t'apporte aucun plaisir, en plus t'es absolument nul et autiste dessus. Euh, Bah donc en fait tu vas interagir avec des gens, ils vont te foutre la pression et ça va te rendre insécure. Ok, Yes. donc malgré le fait qu'on la valorise pas et qu'on la dévalorise, donc malgré le fait qu'on la valorise pas et qu'on la maîtrise pas, on est amené quand même à vouloir l'utiliser activement, c'est ça? C'est pas qu'on est amené à vouloir l'utiliser activement en soi, c'est plus que en fait ça te rend insécure. Et en fait, c'est plus la rôle que tu veux venir essayer d'utiliser tout le temps. La vulnérable, c'est genre t'essaies de l'éviter à tout prix parce que la vulnérable, elle est beaucoup plus faible que la rôle. Ok, d'accord. En gros, genre la vulnérable, c'est vu que c'est de l'insécurité, on va essayer d'éviter les situations où on doit utiliser la fonction vulnérable parce qu'on sait qu'on va pas y arriver et vu qu'on essaiera de faire, on n'arrivera pas. Donc en gros, ça nous stresse Ouais, quand on l'utilise, exactement. quoi. Bah, c'est la Ok, sphère de d'accord. stress principale. Alors que pour le coup, super idée, même si c'est faible, en fait, t'apprécies directement le truc. Donc en fait, t'es motivé à essayer de t'améliorer. Alors que le bloc super ego, bah, tu te sens un peu incompétent et insécure.
Sinon, pourquoi la rôle on dit, en fait, la rôle c'est ton rôle social, en fait, c'est le rôle social que tu essaies de mettre comme masque. Parce que justement, en fait, c'est plus fort que la vulnérable et c'est toujours dans le bloc super ego. Donc en fait, tu vas essayer de te foutre la pression dessus inutilement pour genre essayer de te conformer aux standards sociaux alors qu'en vrai, ça t'apporte pas grand chose. Et faut comprendre aussi que la rôle, c'est l'inverse de la base. Par exemple, si t'es FE base, bah, tu vas avoir TE en rôle. Et en fait, tu peux pas utiliser les deux en même temps parce que c'est la même manière, mais de traiter des informations complètement différentes. Donc tu peux pas en même temps être oméga efficace impersonnel, en même temps être ultra impliqué émotionnellement. Et donc en fait quand t'actives ta rôle, ça va complètement venir désactiver ta base. Et vu que ta rôle t'en as rien à foutre au fond, tu peux pas la tenir éternellement et donc tu vas forcément revenir à ta base. Donc en fait c'est un effort sans fin qui sert à rien. Ok, d'accord. Merci. Dans certaines conditions, essayer de travailler sur nos super blocs, ce serait counter-intuitive. Ça me fait Non, juste pas du réfléchir. tout. D'ailleurs, faut savoir, la plupart des gens, quand on leur parle de développement personnel, ce qu'ils font, bah, ils sont un peu bêtes, mais ils travaillent leur bloc super ego parce que bah, c'est conscient. Genre, ils ont conscience qu'ils sont nuls dans ça. Donc, en fait, quand on te demande tes points faibles, généralement, tu vas citer tout ce qui est dans ton bloc super ego parce que c'est ça, t'as conscience d'être faible dans ça, t'es insécure là-dessus. Et donc, typiquement, quand on va te dire ouais, travaille sur toi, tu vas aller voir tes défauts, et les défauts desquels tu es conscient, bah, ils sont dans le bloc super ego, et donc tu vas forcer sur ton bloc super ego, alors que ça sert à rien, parce que bah, tu vas toujours revenir dans ton bloc ego, parce que ton sens de l'identité il est dans le bloc ego, tes compétences elles sont dans le bloc ego, ta valorisation intrinsèque de la vie est dans le bloc ego, donc en fait tu peux pas tenir le bloc super ego infiniment, et en plus le bloc super ego, bah, il apporte rien à ton bloc ego, c'est-à-dire tu fais ça pour rien. C'est-à-dire que ça, c'est, en fait, tu travailles et tu fais des efforts pour un style de vie qui te convient pas, ce qui n'est pas le cas du bloc super idée. Et donc, un peu l'idée de la socionique, c'est aussi d'amener les gens à bosser sur le bloc super idée, même s'ils en ont pas forcément conscience, s'entourer de gens qui peuvent leur correspondre, etc. Et arrêter de se mettre la pression sur le bloc super ego. Donc, ok, d'accord. That makes more sense, ok. Continue. Ensuite, on va parler de dimensionnalité, qui est un concept un peu plus compliqué, hein, mais ça, c'est encore en lien avec si un élément est fort ou faible. En fait, si tu maîtrises ou pas, du coup, ça désigne le niveau de maîtrise et de détail perçu dans une information donnée. C'est constitué de 4 paramètres cumulatifs. Donc, on a expérience, norme, situation et temps. Maintenant, il faut comprendre que c'est dans cet ordre-là très spécifique et que c'est cumulatif. Donc par exemple, si tu as un élément qui va être 3D, donc on compte expérience, norme, situation, tu as les trois. Donc tu es capable de comprendre le paramètre d'expérience, tu es capable de comprendre le paramètre de norme, et tu es capable de comprendre le paramètre de situation. T'es pas capable de comprendre le paramètre de temps, cependant. C'est le cas de toutes les fonctions 3D. Pareil, si tu as un élément 1D, tu vas juste avoir l'expérience et rien d'autre. 2D, tu vas voir norme, expérience. 3D, tu vas voir situation, norme, expérience. Et 4D, tu vas voir temps, situation, norme, expérience. Jusque-là, ça va. Donc maintenant, exactement ce que c'est des niveaux de détail et de maîtrise, vraiment. Donc c'est encore dans FE, FI, TE, tout ça, on est encore dans ce registre-là, c'est des éléments d'information. C'est à quel point tu perçois ces trucs en détail. Donc dans l'expérience, c'est vraiment le niveau le plus en dessous. C'est juste la reconnaissance des tendances générales d'une information. Donc c'est le niveau de base, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas d'éléments qui sont 0D, hein. Tout le monde a 1D au moins dans tout. En fait, c'est juste être capable de comprendre de ton expérience, genre, on va dire dans le SI. Genre SI, ça comprend l'homéostasie, le rapport avec l'environnement et comment il impacte le corps. Donc, si t'es capable de comprendre que ouais, je prends ma douche et donc je suis propre et donc bah, je me sens bien, bah ça c'est du gros 1D. Genre c'est de l'expérience. Si t'es pas capable d'aller au-dessus, c'est juste de l'expérience. Donc en fait, c'est complètement conditionné par ton expérience personnelle et par juste reconnaître les tendances générales. Ensuite, on va sur norme, qui est une reconnaissance qui est socialement acceptable et typique. En fait, tu es capable de comprendre à peu près les règles du truc. Et donc, c'est un peu plus avancé que expérience parce que tu vas te baser sur des critères externes qui sont un peu définis par la société ou par les livres ou par les connaissances générales. Donc, en fait, là, on sort un peu du cadre de ton expérience personnelle, mais c'est juste
les règles telles qu'elles sont écrites, ça va pas plus loin que ça. Dans la situation, on a la reconnaissance des détails spécifiques à un événement qui diverge des normes. Donc en fait, tu es capable de comprendre que toutes les situations bah, correspondent pas juste aux normes telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont définies, et que bah, y a des détails spécifiques à un événement qui soit impliquent d'utiliser des normes différentes, soit en fait impliquent complètement des normes différentes, quoi, genre des nouvelles règles. Et après, on a, en finalité, on a temps, donc ça c'est reconnaissance et suivi de l'évolution de l'information dans le temps. Donc, en fait, ce que ça veut dire 4D, c'est que tu es constamment attentif à ce type d'information et tu es capable de comprendre toutes les situations dans lesquelles ce truc pourrait s'appliquer, comment ça évolue de manière extrêmement dynamique. Donc, c'est un peu, ça semble un peu abstrait comme ça, mais ça veut littéralement juste dire que tu es attentif à l'évolution de cette information dans le temps parce que tu es tout le temps attentif en fait, parce que tu vois le monde via ça, et donc tu es capable de comprendre toutes les situations et toutes les normes et tout ça. En fait, c'est vraiment la vision ultime d'une information. Si on peut comparer situation, genre situation, ce serait. Attends, c'est quoi? Expérience, ce serait juste genre tes vagues connaissances générales. Norme, ce serait une description que tu lirais dans un dictionnaire. Situation, ce serait genre une photo détaillée en 4K où tu vois tous les petits détails. Et temps, ce serait une vidéo genre où tu vois vraiment comment il y a plusieurs photos différentes, donc plusieurs situations différentes. Mais juste une question, Jacob. Ça semble comme être un idéal parce que ça semble pas réalisable en concret. Parce que quand on parle de tous ces aspects-là, sont tous limités par le simple fait que c'est impossible pour quelqu'un d'avoir genre, genre toutes les expériences nécessaires pour un sujet ou une connaissance de toutes les normes, par exemple. Les normes, peut-être un peu plus, mais par exemple, surtout avec le dernier dé, le temps. Le problème que je vois avec ça, peut-être je suis complètement wrong, mais un truc que je vois avec ça, c'est que si une personne a, genre, parce qu'une personne ne peut pas avoir conscience de l'évolution constante de la chose dans le temps. Il peut avoir des brèves, genre, par exemple, si je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus facile. Si une personne voit une photo, et une photo de genre de Québec. Et 2 mois plus tard, il voit une photo de Québec. Même si on dit genre une journée plus tard, il voit une photo de Québec. De Québec. C'est pas une représentation parfaite du temps parce que ça se peut que parce qu'il faudrait qu'une personne voit des photos constamment à chaque Ah, déjà, c'est genre même exactement ça, c'est que quand tu as le paramètre du temps, suffit juste d'entendre parler du sujet ou d'y réfléchir ou d'avoir des conversations ou de lire un peu dessus pour immédiatement intégrer toute l'évolution du machin. On est vraiment sur une compréhension avancée du truc. Ensuite, évidemment, c'est idéal dans le sens où c'est une définition abstraite. Concrètement, vas te baser en fait sur les différences entre les individus. Donc en fait, il y a, on va dire, un écart type et une moyenne. Après, tu regardes à quel point la personne il diverge de la moyenne. On va dire que la moyenne c'est plus ou moins norme, quoi. Genre, en gros, est-ce que la personne elle a l'air complètement. Par exemple, quelqu'un qui est juste un élément 1D, vu qu'elle a pas les normes, en fait, c'est assez facile à repérer parce que, bah, concrètement, elle est pas capable d'en parler de manière structurée du tout parce elle a pas les normes. Donc en fait, elle te parle juste de son point de vue personnel et elle peut sortir des énormités, genre des trucs qui font absolument aucun sens et on dirait Ouais. que la personne est sur d'un asile psychiatrique quand elle parle de cette info. Ouais. Euh, Alors que Norm, bah, elle va juste te faire elle va te réciter en gros, c'est-à-dire elle va juste te lire Être bien c'est gentil et puis être mauvais c'est mal, genre. bah, ça. Alors que quand on avance dans situation, on a quand même une vision beaucoup plus détaillée, donc t'as une analyse réelle d'une situation spécifique, et dans le temps, t'as vraiment l'impression que la personne, en fait, elle voit le truc de manière multifactorielle, en fait, elle est capable de voir qu'il y a plusieurs situations qui peuvent s'entre-influencer entre elles, et qu'elle est capable, en fait, de dicter le truc comme ne dépendant pas d'une règle rigide et fixe, mais comme étant le cumul de plein de situations qui peuvent s'influencer entre elles et qui en plus évoluent dans le temps et tout. On est vraiment sur juste à quel point tu comprends le truc, quoi. Est-ce que tu penses que, puis ça je suis pas mal curieux, est-ce que tu penses que, par exemple, quand on parle de ces normes-là, puis je vais donner un exemple vraiment simple, puis arrête-moi s'il y a un moment où je dis quelque chose qui est erroné dans ma compréhension, mais que si par exemple je donne un exemple en philo, puis un des exemples pourquoi, est-ce que tu penses que l'une des raisons pourquoi, par exemple, quand quelqu'un lit, je sais pas moi, du Schopenhauer, je donne un exemple, genre un exemple random, et que
est-ce que progressivement, expérience, ce serait l'information, comme tu dis, l'information de base, c'est facile à comprendre. C'est l'information de base, par exemple, des livres que la personne a lus en philosophie overall, ou le understanding de la personne en philosophie. Donc, on peut avancer un peu plus. Je suis presque sûr à La 100% que ça différence va. entre normes et situation dans ce contexte, c'est qu'avec normes, tu pourrais un peu réciter le machin et faire des raisonnements basiques, alors que Ouais. dans situation, tu serais capable d'appliquer ce que tu as appris par exemple en philosophie dans d'autres situations qui divergent en fait du contexte dans lequel tu les as apprises. Ok, et est-ce que tu penses, Dan, que ça veut dire que la raison pour laquelle certaines personnes arrivent vraiment pas, genre, arrivent pas à lire des livres en philosophie, par exemple, ce serait pas parce qu'ils sont stupides, mais c'est à cause que, par exemple, leur dimensionnalité par rapport au temps, j'imagine, serait un peu plus faible parce que justement, ils vont avoir de la misère à suivre le procédé mental de l'évolution d'un argument dans le temps. Ouais, possiblement. Ok. Et c'est Euh, aussi parce que donc ils sont plus forts dans d'autres trucs, et c'est encore le concept d'asymétrie psychologique, c'est parce que bah, en fait ils font tourner leur vie autour de trucs qui sont forts et qu'ils font tout le temps et qui sont valorisés, etc. Et ils vont délaisser d'autres trucs qui sont un peu plus inverses, qui n'ont pas de rapport direct avec leur style de vie. Et tout ça, en fait, la dimensionnalité, ça s'applique aux éléments d'information. Donc si je te prends par exemple TE, mhm, quand t'as TE 1D, t'as juste l'expérience. Donc, en fait, t'es juste capable de ouga bouga, si je fais ça, ça fait ça, mais t'as aucune vraie conception du machin. En fait, tu le deals juste avec ton expérience subjective et genre ça sort pas en dehors de toi. Ça, c'est un mhm, DTE. Donc, par exemple, un truc typique avec les 1DTE, c'est inventer des espèces de méthodes pour améliorer leur efficacité parce que TE en lien avec ça. Mais genre, qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que t'as jamais vu avant parce que genre, c'est juste un truc qu'ils ont inventé sur le coup et qui peut être mhm, plus ou moins efficace, tu vois. mhm, Alors que norme, on va être plus sur une espèce de récitation des techniques à utiliser, mais genre une difficulté à les appliquer en pratique, parce que norme c'est très théorique en fait. Euh, ou alors genre des connaissances générales, mais genre c'est pas spontanément appliqué sans effort comme avec situation. Avec situation, t'aurais plus... genre tu vois les événements concernant TE, donc concernant la productivité, concernant le fait de faire marcher des systèmes concrètement, ou tout ce qui est connaissance, bah tu vas le voir comme un truc différent à chaque situation avec ses propres détails spécifiques. Et en fait, tu es capable d'appliquer les normes et de les changer selon, de manière appropriée selon les divergences. Et après, mhm. temps, si tu veux, les TE 4D, c'est le genre à genre suivre le cours de la bourse et savoir exactement genre le prix des trucs et genre savoir adapter toutes leurs méthodes au bon endroit. Tu sais, c'est vraiment le chef d'entreprise avec TE, tu vois. Ok, d'accord, genre. Ok. That make way more sense. À part ça, j'ai pas vraiment d'autres questions, donc Ok, ça fait plus de sens. je vais continuer. Bon, donc là on va parler des fonctions de manière plus détaillée. Donc avec les concepts qu'on vient de voir, la base, elle est égaux, elle est valorisée et elle est 4D. Donc elle a les 4 dimensions, et elle est valorisée intrinsèquement et fait partie du bloc égaux auquel on s'identifie, et avec lequel on a le plus de compétences. La base, c'est la chose la plus dominante chez une personne, donc c'est vraiment ce qui la définit le plus, c'est l'information avec laquelle elle est le plus à l'aise, c'est l'information avec laquelle elle interagit le plus, c'est l'information la plus importante. En fait, tous ses objectifs et toute sa manière de réfléchir, et tout va converger vers la base en fait. Genre tout est là pour satisfaire la base. Par exemple, je prends l'exemple avec AC Base, et il va y avoir des exemples pour chaque élément d'information avec un truc différent. C'est une aise avec les sensations physiques, ça va être une recherche active de confort et d'esthétisme, ça va être une paresse générale parce qu'on cherche un peu à conserver son état interne, il y a une quête d'homéostasie, donc à ce que le corps il soit bien, et il y a une grosse confiance sur les évaluations fondées sur l'état physique, genre est-ce que je suis trop fatigué ou pas pour faire un truc, est-ce que le truc il est confortable ou pas, est-ce que le truc il est esthétique ou pas. Donc là on a déjà des évaluations fortes, des évaluations extrêmement détaillées, la vie qui tourne autour de ce machin, et une recherche intrinsèque de ces trucs. En fait, ces trucs, ils s'autosuffisent. Et donc tous les outils vont être mis en place pour la base. Évidemment, on peut avoir les 8 éléments d'information en base. Donc quelqu'un, il peut avoir SI en base, d'autres personnes, elles peuvent avoir TE en base. Mais il faut savoir quand même, on change pas de type et c'est fixé selon la socionique. Donc si t'as SI en Mhm. base, c'est finito. T'es SI base. Et en fait, ça va venir déterminer tout le reste. Donc si tu as SI en base, faut savoir tu vas forcément avoir SE en ignoring.
tu vas forcément avoir haineux en suggestive, et tu vas forcément avoir haini en rôle. Donc tous les trucs ils interagissent entre eux. Maintenant, vu que SI en base, il va pas déterminer. En fait, ça détermine juste le placement de tes autres trucs irrationnels, donc sensation et intuition. Il va pas déterminer automatiquement ce qui est rationnel, donc tout ce qui est pensée et sentiment. Donc en fait, on va avoir deux types qui sont SI base. On va avoir SI avec TE et SI avec FE. Et ça va être le positionnement de la créative qu'on va voir. La créative qui est le deuxième élément, la deuxième fonction ego, qui elle est 3D. À partir de 3D, en passant, on considère que c'est fort. 2D et 1D, c'est faible. Et qui est aussi valorisée. Donc en fait, la créative, elle vient aider à appliquer la base et elle permet aux extravertis de créer un contexte dans lequel interagir et aux introvertis, genre d'entrer en contact avec le monde. Bon, par exemple, TE créative, bah, ça va être chercher des informations factuellement correctes, ça va être une accumulation de connaissances, ça va être une attente que le monde externe soit cohérent, ça va être une préférence pour les faits plutôt que les idéologies, ça va être le besoin de partager des connaissances. Faut savoir, les idéologies, c'est TI. Bah, en fait, la créative, elle sert à quoi précisément? C'est que ça va être situationnel, mais ça va être dans l'idée toujours d'aller dans les intérêts de la base, donc c'est un peu son sidekick. Des questions sur ces deux-là? En vrai, à part si tu comptes le faire plus tard, alors plus d'exemples sur concrètement quelles fonctions en créative aident comment la fonction en base. Ça, on va voir dans les quadras et dans les blocs. Ok, donc c'est pour ça plus tard, je ne dis rien. Bon, ensuite on a le bloc super ego avec au premier la rôle qui est donc super ego 2D dévalorisé. Donc ça c'est un truc dont on s'en fout au fond. Donc, la rôle elle est pas valorisée du tout, on n'a pas d'intérêt pour ses propriétés intrinsèques, mais on se met une pression sociale dessus. Parce que, encore une fois, c'est une sphère de faiblesse, c'est une sphère dont on a conscience qu'elle est faible, mais en même temps c'est suffisamment fort avec 2D pour pas avoir l'air complètement ravagé socialement avec. Donc on se met une pression sociale. Le problème avec la rôle, c'est que elle contredit directement la base. On ne peut pas utiliser sa base et sa rôle en même temps. On ne peut pas capter des infos de la base et de la rôle en même temps. Les deux se contredisent, c'est complètement opposé. Dans le sens où c'est une manière identique mais de faire des choses complètement différentes. Et donc, on peut pas utiliser les deux en même temps. Et donc, bah, on va forcément revenir vers sa base. Et donc, on va avoir l'impression d'avoir échoué avec sa rôle. Donc, en fait, la rôle, c'est vraiment la sphère de je refais les mêmes erreurs en boucle. Et j'essaie quand même de m'améliorer, mais ça marche jamais. Par exemple, FE rôle, ça va être un besoin de conformité au niveau de l'expression émotionnelle. Ça va être en même temps avoir peu d'intérêt pour ce domaine, mais on le fait pour avoir l'air normal. D'extérieur, ça a l'air un peu superficiel ou robotique, où genre la personne elle manque juste un peu d'enthousiasme émotionnel et c'est tout. Et en même temps, la rôle elle est juste adaptative. Donc par exemple, la FE base, il est capable en fait d'imposer ses états émotionnels aux autres. Il est capable d'influencer son environnement émotionnel. La rôle non, la rôle elle fait juste genre se conformer aveuglément pour avoir l'air à peu près normal. Ça c'est la rôle. Je continue avec la vulnérable, qui est encore dans le bloc super ego, qui elle est 1D, donc 1D c'est vraiment à chier en passant, et dévalorisé, donc ça c'est vraiment la pire fonction, c'est la vulnérable. On est mauvais dedans, on voit pas l'intérêt, on se développe pas là-dessus. Ouais, à la limite on va avoir genre un minimum d'adaptation pour pas genre crever, mais genre y a rien de plus. C'est aussi notre sphère, bah, le non vulnérable il est pertinent quoi, c'est une sphère où on se sent le plus incompétent et le plus on va dire désespéré parce que bah on n'arrive juste pas à le faire. Par exemple, haineux vulnérable, ça va être le fait d'avoir peu d'aise avec l'incertitude. Donc c'est vraiment des gens qui essayent d'avoir des manières de penser vraiment certaines et compagnie. Il y a un besoin de planification et d'organisation excessif. Il y a le fait d'être dégoûté par les conversations trop hypothétiques ou théoriques. Ça, bah, par exemple, ce serait haineux vulnérable. Et à cause que c'est à l'encontre de qui ils sont en tant que personne, puis de la façon dont ils pensent fondamentalement, c'est presque impossible pour eux d'améliorer ces aspects-là. C'est pour ça que tu dis que c'est. Bah exactement, parce qu'en fait, essayer de travailler sa base, ça revient juste à se sentir genre incompétent et aigri tout le temps, parce que bah, t'arrives pas à bosser, tu te sens comme une merde à chaque fois que tu le fais.
En même temps, bah, t'es obligé un peu d'utiliser tous les trucs, toutes les fonctions pour fonctionner avec ton environnement. Donc, bah, t'as quand même beaucoup de périodes où t'es obligé d'interagir avec ta base. Et c'est là où ça va venir créer beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, parce que tu essaies de régler les problèmes de ta vulnérable avec ton bloc ego, mais ça ne marche pas forcément parce que c'est pas particulièrement adapté. Et après, t'es obligé d'utiliser ta vulnérable. Après, bah, tu te sens frustré, tu te sens incompétent, etc. Ok, that makes more sense. Donc, le super-ego dévalorisé, est-ce que tu penses que. Puis, c'est quelque chose, c'est plus une question un tout petit peu plus ouverte. Mais est-ce que tu penses donc que c'est. Parce que, est-ce que tu penses que c'est vraiment impossible pour quelqu'un de marcher sur ça? Parce que c'est, comme tu l'as expliqué, c'est non contre de leur personne même. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des moyens d'améliorer cet Bah, aspect de nous-mêmes? éventuellement, oui, le problème c'est que tu reviens forcément à ton bloc ego, donc en fait tes efforts ils partent souvent dans le vent. Après, éventuellement, oui, tu peux améliorer ton bloc super ego, c'est même une chose à faire. Mais c'est pas améliorer forcément en termes de force, c'est plutôt trouver des stratégies adaptatives. Par exemple, faut savoir la vulnérable, elle peut être remplacée relativement bien par la mobilizing. La mobilizing qui est faible aussi, mais qui est au moins valorisée. Donc tu peux passer par ta mobilizing pour pas avoir à forcer trop sur ta vulnérable. Ou tu peux aussi apprendre à avoir un bon rapport avec ton bloc super ego, donc arrêter de te mettre la pression dessus, arrêter de te sentir comme une merde et juste accepter que c'est une partie de toi et c'est tout. Il y a quand même beaucoup de développement à faire là-dessus, mais c'est pas forcément juste te lancer dedans à pieds joints et ça va juste te faire te sentir mal, tu vois. Donc, ok, d'accord, ok. Je continuais avec la mobilizing, donc dont on vient un peu de parler, qui elle est super idée, donc dans le bloc de l'amélioration de soi, mais qui est inconscient, qui est 2D et qui est valorisé. Donc la mobilizing, on apprécie beaucoup quand les autres le font, mais pas pas trop non plus, genre pas à des points excessifs. En même temps, on l'utilise sporadiquement nous-mêmes, notamment pour compenser la vulnérable. C'est quand même une sphère de la vie qui est bien appréciée en tant que telle, et qui joue un rôle aussi avec la suggestion, on verra après. Par exemple, SE Mobilizing, ça va être des démonstrations sporadiques et excessives de force. Donc, bah, vu que SE c'est en lien avec impacter ton environnement en utilisant ta volonté, les SE Mobilizing ils vont souvent alterner entre périodes de passivité où ils foutent rien à part imaginer des trucs, et d'un coup, ouga bouga, je me mets à l'action, et en même temps c'est ultra excessif. Ou des prises d'action brutales, donc après des longues périodes d'attente. D'extérieur, ça a souvent l'air un peu genre exagéré. Et il y a une admiration pour les gens qui sont naturellement orientés vers l'action avec SE Mobilizing. Évidemment, c'est pareil pour les autres trucs, genre TE Mobilizing, c'est le même principe, mais avec TE, etc. Yeah. La différence entre SE Mobilizing et SE Role, c'est que bah, tu valorises SE Mobilizing, et c'est pas un truc sur lequel tu te mets la pression. Genre, c'est un truc que t'apprécies en tant que tel. Aussi, une autre différence, c'est que SE Role c'est conscient, alors que SE Mobilizing non. Donc, SE, tu le fais toujours en ayant une activité mentale quand c'est en rôle, alors que quand c'est en Mobilizing, non. Non, et ce rôle, tu te mets la pression à toi-même. Bah non, genre SE c'est aussi associé à la discipline, c'est associé à la prise d'action de soi-même. Après oui, foutre la pression aux gens ça en fait partie, mais en vrai ça va être plus être vu dans les hauts niveaux de dimensionnalité de SE, ça. Et vu que la rôle, comme j'ai dit, c'est surtout... Enfin la rôle, c'est vraiment de l'intégration sociale encore une fois. C'est genre elle s'adapte quoi, genre elle essaye de fonctionner normalement selon les normes. Et bah, les normes que tu retiens, c'est surtout genre, ouais, il faut que tu te bouges le cul, faut que tu fasses ci ou ça, etc. Après, éventuellement, j'imagine que ce rôle, ça peut être aussi mettre la pression aux gens, mais
Genre, dans la définition, c'est surtout te mettre la pression à toi. Je vais continuer. La suggestive, alors encore super idée, qui est 1D, donc encore une fois 1D c'est pété, c'est juste l'expérience, et valorisé. Donc c'est le point d'amélioration principal d'une personne, c'est l'inverse de la base, c'est le truc qui complémente le plus la base. C'est un truc qu'on apprécie grandement, mais vu que c'est 1D et inconscient, on n'arrive pas à le produire de nous-mêmes. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le chercher chez les autres. Et en fait les autres ils vont soit le faire à notre place, soit nous aider à nous améliorer dessus. Genre c'est un truc qu'on admire vraiment. Par exemple, une suggestive, ça va être une personne qui est trop orientée action parce qu'elle est SE-base et assez peu dans la réflexion ou dans la pondération, donc un peu trop matériel plutôt que spirituel. Donc elle a besoin d'une personne qui va être l'inverse, donc plus passive et spirituelle, comme guide derrière ses prises d'action. En fait, les deux ils se dualisent en passant une suggestive va dualiser et se. Enfin, any suggestive. Any base va dualiser SE base qui est any suggestive et SE base va dualiser any base qui est SE suggestive. Voilà, c'était compliqué à dire ça. Et donc en gros il y a une dynamique entre AnyBase et SEBase où il y en a un qui va apprendre à l'autre à se bouger le cul, à arrêter d'être très passif et de rien faire et genre réaliser ses ambitions qui sont trop mentalisées. Et à l'inverse l'autre il va un peu prédire un peu les événements derrière les actions du SEBase. Des questions? Non, next. Après on a l'ignoring. Alors la l'ignoring elle est 3D, elle est dans le bloc ID, elle est dévalorisée. Donc elle porte bien son nom, hein, tu l'ignores, t'en as rien à foutre. Tu la maîtrises parce qu'elle est 3D, mais bah tu vois pas l'intérêt parce qu'en fait ça s'oppose un peu trop à ta base. Donc bah tu l'utilises pendant de courtes périodes de temps et tu le fais bien, mais en même temps bah c'est pas du tout ta priorité dans la vie et genre tu vas juste revenir à ta base. Par exemple, TI Ignoring, ça va être aucun intérêt pour la consistance théorique ou l'idéologie. Genre, si ça fonctionne, ça fonctionne. Tu mets à jour constamment tes connaissances et tes méthodes logistiques plutôt que d'essayer de retrouver genre la vérité. Bah, tu veux la mettre à jour tout le temps. Donc voilà. Tout ça, c'est du domaine du TE, donc, qui est l'inverse de TI. En termes de polarité, en tout cas. Genre, il y en a un qui est extraversiel, un qui est introversiel. Je continue avec la démonstrative qui est encore dans le bloc ID et qui est 4D, donc aussi bien maîtrisée que la base, mais qui est dévalorisée. Donc on l'utilise très souvent, en fait il y a souvent on appelle ça des démonstrations, où tu vas utiliser ta démonstrative. Après le truc c'est que tu la prends pas full au sérieux, c'est-à-dire que t'es pas là en train d'exiger que ce truc soit dans ta vie et tout, c'est juste un truc que tu maîtrises bien, donc t'as pas trop de mal à le faire. On la maîtrise autant que la base. Par exemple, les filles démonstratives, ça va être une capacité extrêmement forte à comprendre les liens interpersonnels, mais un intérêt plutôt porté sur genre l'énergie émotionnelle autour de l'individu et sur l'interaction dynamique plutôt que sur le fond relationnel, ce qui est FE. Donc si t'as FI démonstrative, c'est que t'as FE en créative. La démonstrative, c'est l'inverse en termes de polarité de la créative. Pour l'instant, ça va. Des questions? Ça va. On a fini un peu cette section avec les fonctions. Ensuite, on va juste voir quelques autres dichotomies fonctionnelles qui sont importantes. On a mental et vital, alors j'en ai plus ou moins parlé, c'est conscient et inconscient. En gros, il y en a les fonctions mentales, en fait, elles sont intégrées dans les pensées conscientes de l'individu, alors que les fonctions vitales, elles sont un peu plus viscérales et juste dans le corps et pas forcément conscientisées. Donc, le bloc ego et super-ego sont mental, et les blocs idée et super-idée sont vital. Ça va. Inerte et contact, alors il y a inerte qui n'apprend pas beaucoup de son environnement, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément tout le temps à mettre à jour sa conception de cette information, alors que contact va apprendre beaucoup de son environnement et changer. Donc on a inerte, on a la base, on a la mobilizing, on a la vulnérable, on a l'ignoring. Et en contact, on a la créative, la suggestive, la rôle et la démonstrative. On peut voir que créative, suggestive, rôle et démonstrative, c'est un peu ce qui va venir assister normalement les éléments du même bloc. Donc voilà, c'est un peu plus flexible, on va dire. En tout cas, en utilisation plutôt.
Après, on a bold et cautious. Alors ça veut dire utiliser de manière directe, confiante pour bold, et utiliser de manière prudente pour cautious. Donc, ce qui est bold, c'est la base, la mobilizing, la rule et la démonstrative, et ce qui est cautious, c'est la créative, la suggestive, la vulnérable et l'ignoring. Pourquoi, par exemple, la base et les bold, c'est parce que tu l'utilises avec beaucoup de confiance. Voilà. Mobilizing et rule, c'est parce que tu veux donner l'impression que tu as beaucoup de confiance. Démonstratif, c'est parce que c'est 4D comme la base. Jusque là, ça va. Des questions? Pas de questions? Si. En soi, pourquoi créative, on est en cautious alors? Parce que c'est situationnel, c'est plus des évaluations que tu prends pour complémenter ta base plutôt qu'un truc que tu fais spontanément. Ok. Bon, on va passer à la partie un peu plus concrète parce que là on a fait beaucoup de blabla théorique. Donc on va appliquer tout ce merdier qu'on vient de voir aux types. On va voir les types, on va voir les quadras avant. Donc là c'est un peu plus rigolo parce que faut savoir aussi la socionique, c'est pas juste un modèle purement analytique comme il peut y avoir dans les autres typologies. Il y a aussi des archétypes. En fait c'est important de correspondre à l'archétype d'un type, sinon ça veut juste dire que t'es en train de faire n'importe quoi dans l'attribution du type à la personne. Donc il y a un peu une idée, on va dire, générale d'un type socionique, et ensuite on va venir l'expliquer avec les éléments d'information et les fonctions plutôt que l'inverse. En fait, c'est pas les fonctions et les éléments d'information qui constituent la socionique, encore une fois, c'est genre vraiment genre l'idée quand on se fait des types. Après, ça, c'est l'explication derrière les fonctions et les éléments d'information. Donc, les quadras, c'est quoi? C'est une manière de regrouper les types qui valorisent les mêmes éléments. Donc, si tu valorises les mêmes éléments, tu vas être dans un certain quadrat. Il y a 4 quadras parce qu'il y a 16 types et donc il y a 4 types par quadrat. Faut aussi savoir que quand tu valorises un élément, tu valorises son exact opposé. Donc si tu valorises FE, tu vas valoriser TI. Si tu valorises NE, tu vas valoriser SI. Si tu valorises SE, tu vas valoriser NI. Si tu valorises, je sais pas ce qui reste frère, TE et FI je crois, FE ou TI. Bon bref, tu valorises l'exact inverse si tu valorises l'un. Donc les alphas, c'est les types qui valorisent NE et TI et FE et SI, donc ils sont en même temps sur TI, FE et sur NE et SI. Ce que j'ai mis, c'est les blocs en fait, parce qu'ils ont forcément ces deux trucs-là en bloc, donc soit en égo, soit en super-idée. Le bloc NETI, il est concentré sur les conversations théoriques et spéculatives, plus ou moins pour le fun, pour la stimulation intellectuelle, pas forcément pour leur application pratique. Il valorise les idéologies consistantes et il discute généralement en groupe. J'ai mis FESI, donc c'est les alphas, ils aiment les groupes ou l'échange d'émotions positives. Et ils aiment les environnements plaisants sensoriellement. Surtout ça va montrer l'affection aux autres avec des petits services pratiques ou des cadeaux. Voilà, c'est un peu l'idée de l'interaction entre NE et TI et de l'interaction entre FE et SI. Maintenant, il faut savoir que donc il va y avoir des types alpha qui vont avoir FI et SI en égo, donc ils vont plutôt être concentrés là-dessus, et qui vont chercher le NE et TI pour être plus complet, et vice versa, les NE, TI, égo, ils vont chercher à avoir un peu de plus de fun plutôt que du blabla théorique dans le social. Ensuite à gauche j'ai mis des exemples de chaque type de l'alpha quadra. Donc on a ESE qui est FE et SI, on a SEI qui est SI et FE, on a ILE qui est NE et TI, on a LII qui est TI et NE. Et j'ai mis le clown parce que c'est le quadra le plus fun et le plus enfantin on va dire en essence. C'est évidemment des clichés rigolos en haut à droite, hein, faut pas se fier là-dessus. C'est juste pour rendre le truc plus dynamique. Après on a les bêtas, même idée, donc les bêtas ils valorisent SENI et TI FE, ensuite on va avoir des blocs SETI et FENI. Donc les bêtas ils préfèrent les hiérarchies de pouvoir clairement définies en se basant sur des règles claires, parce qu'il y a le délire de pouvoir et de prise d'action avec SE, et en même temps il y a le délire de consistance idéologique et de règles derrière les choses avec TI. Ils préfèrent déduire des règles générales pour analyser les choses en pack, genre c'est-à-dire de manière synthétique, plutôt que d'y aller par cas individuel, qui serait plutôt TE.
Les bêtas, ils préfèrent aussi analyser les traits réalistiques des choses plutôt que des scénarios hypothétiques. Donc on va avoir des types qui vont être SE, TI en égaux et TI, SE en égaux, ou SE, TI en fucking super idée. Et à l'inverse, on va avoir FE et NI, donc les bêta ils préfèrent les activités de groupe où les gens ils participent à l'atmosphère émotionnelle, ils rigolent aux blagues, etc. Donc ça vient de FE. Ils préfèrent aussi que les gens ils expriment leurs croyances genre avec enthousiasme et affect. Sinon ils sont un peu plus dramatiques que les alphas, hein, niveau FE. C'est-à-dire ils expriment plus souvent des émotions négatives ou plus loin dans le spectre. Sinon, ils sont préoccupés par les problématiques sociétales, genre où se dirige le monde, et en général, ils sont engagés politiquement, c'est le cas de tous les bêtas. Donc ça, c'est leur deux blocs principaux. Donc là, j'ai mis des exemples EIE, IEI, SLE et LSI. Donc EIE, c'est FENI, IEI, c'est NIFE, SLE, c'est SETI, et LSI, c'est TI, SE. Est-ce qu'il y a des questions pour les deux premiers quadrats? Flop. Bon, on va continuer avec les gamma. Alors on a une valorisation de TE et Phi et de NI et SE, donc l'exact inverse des alpha. Les gamma, donc avec TE et NI, préfèrent les impacts long terme des décisions efficaces ou productives, donc ça c'est lié à TE et NI en même temps en couple. Ils aiment parler de comment les tendances présentes évoluent vers des situations potentiellement exploitables dans l'avenir. Bah, il y a la reconnaissance des patterns avec Eni et en même temps il y a la préférence pour les décisions évaluables selon des critères logiques avec TE. Et ils accordent plus de crédit aux idées supportées par des faits et des connaissances, donc genre les théories scientifiques et compagnie. Sinon avec SEFI, ça va être plutôt le fait que les gamins ils sont vachement stricts sur les jugements moraux. C'est-à-dire qu'ils cherchent un peu à punir les gens qui s'opposent aux règles sociales. Ils mettent une valeur assez forte sur les groupes fermés, la loyauté, les relations stables dans le temps. Ils ont un petit cercle plus privé. Et sinon, il y a un point avec plus les gamma SF, mais ils ont du mal à voir en fait le potentiel des gens. C'est-à-dire que si t'es classifié comme méchant, bah ils voient pas en quoi tu peux devenir gentil. Ça, c'est un manque de haineux, mais c'est aussi le fait que FI et SE sont un peu plus punitifs. Là, j'ai mis des exemples avec LIE qui est TE-NI, YELI qui est NI-TE, SE qui est SE-FI et USI qui est FI-SE. Là, j'ai mis un mime sur le Bitcoin parce que c'est un type de capitaliste. C'est un quadrat de capitaliste. C'est à cause de tous les problèmes dans le monde là. Oui. Après, on a les delta qui eux sont sur TE et FI comme les gamma, mais qui sont sur SI et NE comme les alpha. Donc TE et SI, contrairement à TE et NI, c'est un peu moins long terme, c'est plus genre parler de productivité, faire des activités pacifiques et qui te relaxent, genre travailler pour trouver la paix intérieure, t'équilibrer, euh, améliorer tes capacités pour atteindre tes objectifs, genre typiquement genre le bon gros jardinage. C'est banger. Après, on a NEFI où on parle souvent de ses propres expériences pour voir comment ça peut évoluer, voir d'autres horizons. Donc, ils aiment bien parler de potentiel, d'avenir, d'opportunités pour évoluer. Ils aiment bien créer de nouveaux liens avec les gens, voir leur potentiel caché, etc. Ça, c'est parce que FI c'est relationnel et NE c'est concentré sur voir le potentiel des choses, donc ensemble ça donne ce truc. Et l'autre, c'est parce que SI s'est concentré sur préserver son état d'homéostasie et TE sur la productivité, les faits et compagnie. Donc j'ai mis des exemples avec LSE qui est TE SI, SILI qui est SI TE, IE qui est NE FI et EI qui est FI NE. Et j'ai mis le French Dream parce que c'est un type de golem, enfin c'est un quadrat de gros golem de la vie qui aime bien les banalités. Et Quoi Écoute, tu vas pas me dire que les deltas ils voient très loin dans leur vie. Ouais, Bon, il y a ouais. des questions sur les quadrats. En tout cas, les meilleurs persos ils sont dans les deltas. Sauf Ouais, c'est un truc dont je parlais il y a très très longtemps, je sais même plus avec qui. Comme quoi, selon les quadrats, les fonctions de base Mhm. auraient une charge soit positive soit négative. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? C'est-à-dire C'est quoi ce positif ou truc? négatif.
Ouais, que il y aurait les deltas qui auraient un NE négatif, contrairement à alpha qui a un NE plus positif. Ouais, on va éviter cette merde en gros parce que. D'accord. Genre, c'est-à-dire, c'est un délire qui n'a aucun intérêt parce que déjà, ça peut déjà être expliqué par les blocs. Ensuite, déjà, genre, j'ai cherché très longuement d'où ça venait. Visiblement, c'est pas dans la théorie originale, mais c'est un délire que Goulenko a proposé et qui après a été modifié. Donc en fait, selon la source que tu lis, genre tu peux te retrouver avec SE, ça SE-, ou alors tu peux te retrouver avec SE, ça SE+. Enfin, c'est un énorme merdier, je vois pas l'intérêt de ce machin, c'est juste un ajout random que les gens ils ont fait après. Ok. Et je trouve pas ça si pertinent parce que ça peut déjà être expliqué par les blogs donc. Genre l'idée, je sais pas, avec par exemple FE+, ça va être que bah donc les bêtas avec ils ont pas SI valorisé et donc ils ont ENI à la place et donc ils en ont un peu moins quelque chose à péter de des émotions positives parce que en fait les émotions positives c'est pour te sentir bien dans ton corps et SI c'est en lien avec le corps bah, donc ils s'en foutent ils expriment un plus large spectre d'émotions alors que FE+, c'est plus des émotions positives pour les alphas parce qu'il y a ici à côté mais genre c'est déjà explicable par le type en lui-même en fait donc Ouais, c'est ouais. c'est de la merde. Et aussi, par rapport au delta, est-ce qu'il y a, comme c'est un type de golem, est-ce que c'est juste, que c'est drôle de le dire, ou est-ce que c'est vraiment corrélé par exemple avec un manque d'ambition? C'est drôle de le dire. Après, c'est peut-être un manque d'ambition dans le sens manquer de Ouga Booga prise d'action. Mais faut savoir qu'avec le bloc NEFI, il y a beaucoup l'idée de réaliser son potentiel individuel. Genre de voir le potentiel que t'as et de vouloir le réaliser. Donc c'est pas non plus un manque d'ambition totalement, c'est juste une manière différente de concevoir l'ambition. Mais en même temps, ça va pas être des gros grindsetters qui se foutent full la pression et tout. Ok. C'est quand même un quadra relax en général. Bon, donc j'en venais à. On va voir quelques types. Alors, on va pas voir tous les types, mais on va voir quelques types qui me semblaient pertinents d'aborder. On commence avec LIE, qui est donc TE base, ENI créative, FE role, SI vulnérable, SE mobilizing, FI suggestive, TI ignoring et NE démonstrative. Bon, maintenant, alors, tu sais quoi, je vais poser des questions moi. Scolo, tu peux me rappeler c'est quoi FE role. Ah, F-roll, c'est déjà c'est une fonction 2D qui n'est pas, qui n'est pas valorisée, donc c'est pas dans le stack. Mais il va essayer de grind dessus le LIE pour faire genre, et t'as vu, en fait j'ai des émotions, mais à chaque fois il va revenir au TE. Ouais, voilà. Donc LIE qui est dans le gamma quadra avec ILI, SE, LIE et SI. Là on va plus parler de l'archétype plutôt que de l'analyser en détail, hein. Ça va être plus l'archétype on va dire du mec qui change d'emploi toutes les 2 secondes et genre qui a plein d'activités professionnelles, qui trouve toujours une manière de se faire du fric. Il y a un peu l'utilisation de stratégies alternatives, on va dire charlatan pour avoir ce qu'il veut, monter sa productivité. C'est quand même TE base, donc on est quand même sur quelqu'un qui passe la majorité de son temps dans des activités efficaces, productives. C'est fortement associé à genre le pognon dans les clichés, hein. Mais c'est pas limité à ça, évidemment, ça peut juste être quelqu'un de très actif et très productif qui va créer plein de nouveaux trucs. Euh, Sinon, avec Eni Creative, on est sur un type qui est relativement passif en termes de prise d'action. Donc, généralement, ça va être plutôt quelqu'un qui va pondérer des idées ou suivre les tendances jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité qui se présente et là, il va prendre action. Le problème principal de Elieu, ça va être sa vulnérable qui est SI. Donc, il y a un peu une difficulté avec genre la vie du quotidien, genre prendre soin de soi, genre se sentir bien dans son corps. Il y a un peu une tendance à genre trop travailler au point où genre tu négliges ton corps. En même temps, leur aire d'amélioration principale, ça va être EFI. Donc en fait, ils ont un peu du mal à genre savoir si quelqu'un a un ennemi ou un ami ou un ennemi parce que bah, ils ont du mal avec les jugements relationnels. Ils ont du mal à se situer dans les relations. Donc ils ont besoin de quelqu'un d'assez stable niveau relationnel et qui peut à peu près leur apprendre ou juger à sa place genre de l'état de ses relations. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de LIE. Des questions sur LIE. Ah bah. Floué va mettre le LIE originel. Oui.
C'est le mec qui tue une habitante. Ouais, bon, c'est un peu une fraude. On continue avec une comparaison. Alors pourquoi il y a une comparaison? Pourquoi on parle de deux types en même temps? C'est parce que les deux types ils sont TI base. Non, c'est pas Joeka, Joeka il est IE, oui, mais il y a un mec dans la vidéo qui est l'IE. En fait, pourquoi on parle de deux types? C'est parce qu'il y en a un qui est. Enfin, les deux ils sont TI base, mais il y en a un qui est SE créative et l'autre il est NE créative. Donc en fait, je veux montrer à quel point ça peut faire une différence dans le type, parce que LI c'est vraiment l'archétype du rat de laboratoire, genre qui aime bien théoriser des trucs et qui est très très intelligent, machallah, parce qu'il fait des maths et tout. Alors que LSI on est plus sur genre l'archétype du législateur bien vénère là, qui donne des règles bien strictes, qui est perfectionniste et qui s'attend à des hauts standards. Qu'on n'est pas du tout sur la même idée en fait, parce que en fait le TI-Base, quand il est couplé avec NE, ça va plus être sur de la théorie et genre sur comprendre les fondements abstraits des trucs, alors que LSI avec SE créatif, ça va plus être sur comment appliquer des règles et des lois. Donc pas du tout la même idée. Donc faut comprendre que même si on a la même base, bah, le reste du type il va changer. Après, évidemment, il va avoir les mêmes points faibles et les mêmes points forts, où les deux ils sont très consistants en termes de logique, ils créent des modèles mentaux détaillés, mais en même temps ils ont un peu du mal avec genre exprimer leurs émotions, et donc ils ont besoin d'aide là-dessus, c'est ça effet suggestives. En même temps ils se mettent la pression au niveau relationnel, et il y a aussi le point commun avec le Ring où en fait ils privilégient les idéologies et la théorie plutôt que les faits avérés de TE. Des questions sur ces deux types? Tiens, tu sais quoi, je vais quand même préciser que LII ça est ce vulnérable, donc c'est un type vachement doux et fragile au fond, genre qui aime pas trop le conflit. Alors que LSI c'est un peu genre le cliché de l'archétype militaire, bah c'est un LSI. Genre, tu sais, le mec qui te gueule dessus pour que tu suives les règles, bah oui, voilà, c'est ça. Continue avec IEE qui est NE-Base, effet créative, SE rôle, TI vulnérable, TE mobilizing, SU suggestive, FI ignoring et FE démonstrative, qui est un peu l'archétype de la personne qui voit du potentiel dans tout, qui voit du potentiel dans les gens, qui voit comment les améliorer, en même temps qui est un peu désorganisé et qui est un peu trop curieux pour tout et n'importe quoi. Faut quand même conceptualiser que c'est un type très intellectuel, donc vu que c'est N-Base, bah, c'est intéressé par le potentiel des choses et genre les full idées. En même temps, c'est vachement un type orienté sur le social et genre intervenir de manière sociale avec les gens, les inspirer, faire ressortir le bon en eux, etc. Des questions sur IE? Bah, en soi, l'occasion. En fait, quand je posais la question après, je dis qu'on en parlera après, sur le SE rôle. Donc, pour moi, SE, c'est impacter son environnement de façon concrète. Or, pour impacter son environnement, c'est avec des fonctions 3D et 4D, tu vois, c'est des fonctions que maîtrise. Donc, Ouais. comment on impacte son environnement en 2D? Bon, admettons, Comme tu vois, ça peut bugger. admettons un IE, bon, il est NBase, donc il se concentre trop sur l'aspect théorique des choses, un peu sur le potentiel caché. Il voit les choses sur comment il pourrait être, donc c'est un petit peu vachement dans la fantaisie. Euh, et donc, bah, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que bah, la personne n'est pas très disciplinée, c'est-à-dire elle fonctionne full aux idées, mais concrètement, ça marche pas très bien. Sauf que bah, son environnement va attendre d'elle que bah, elle se discipline un peu le cul et qu'elle arrête de partir en couille tout le temps. Et donc elle va se mettre la pression là-dessus, genre sur se botter le cul pour concrétiser ses idées, etc. Alors qu'au final, bah, c'est pas une nécessité pour le IE en termes de son bonheur ou de sa satisfaction personnelle, il est très bien comme ça, c'est juste qu'on lui met la pression là-dessus, donc il essaye de se conformer à ça. Et donc bah, il y a souvent des espèces de tentatives d'autodiscipline, de genre, ouais, je me mets full la pression pour performer, me mettre à l'action et tout, mais alors que ça sert à rien. Donc, le IE est destiné à rester dans cet axe. Hein?
Bon, en fait, c'est que au niveau de tout ce qui est sensoriel, ça va être avec Essie, donc c'est plus apprendre à se connecter au corps et à vivre une vie de chill en aidant les gens, leur faisant réaliser leur potentiel, c'est ça le style de vie adapté au IE, c'est pas gros grind set, sigma, mail, muscu, genre je vais réaliser mes objectifs et je vais... non, c'est pas ça, putain, c'est pas Naruto IE. Mais il y a des gens qui le typent vraiment, genre EDF. Oui, mais il y a personne qui le type IE. Oui. Je vois. Il y a Xen qui est en train d'écrire. Après, on va aller sur ESE et EIE, donc encore une comparaison. Il y en a un qui est FE-base et l'autre il est FE-base aussi. Parce qu'il y en a un qui est ENI créative et l'autre il est SI créative. Et là, boum, d'un coup, ça change tout parce que ESE, c'est un peu l'archétype de la personne full enthousiaste qui aime bien redonner le sourire aux gens, qui a un excellent hôte, qui est très heureux et qui essaie d'influencer positivement les gens au niveau de leurs émotions, qui veut venir prendre soin de leur petite santé physique, etc. Et après, EIO, on est sur un des types les plus unhinged de la socionique, aucune inhibition, full théâtral, émotion négative, ça y va par là, beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans des espèces de délire lyrique, théâtral, genre Shakespeare avec des bails genre Hamlet et compagnie. Donc on a les deux images ici, hein, on peut quand même voir que c'est pas du tout la même idée au fond, malgré le fait que les deux soient FE-base, hein. Pas des questions sur EIE et ESE? Non, next. Bon, c'est le dernier qu'on présente aujourd'hui, ça a été Célie. Alors, et Célie, c'est un peu, on va dire, l'archétype du flemmard, mais en même temps du mec pratico-pratique de la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que SI base, mais en même temps SI TE en ego block, et donc en fait les deux ils se combinent assez bien pour créer une personne qui essaie de trouver les moyens, qui demande le moins de ressources et le moins d'énergie physique pour arriver quand même à ses fins, quoi. Donc avec FE vulnérable, c'est aussi une personne très inexpressive et émotionnellement un peu froide et distante, mais en même temps tout de même côtoyable dans le sens où on est sur quelqu'un qui aime le confort, qui est plutôt chillax, qui aime bien les plaisirs simples de la vie, genre bouffer et dormir. En même temps, tu sais, c'est une personne avec haine suggestive, donc qui se voit comme un individu très très banal. En fait, ils voient très mal leur potentiel à eux-mêmes. En fait, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur faire voir plus grand que juste leur confort sensoriel immédiat et leur faire réaliser que ça peut être des personnes qui sont capables d'autres choses, etc. D'où la dualisation avec les N-base. Bon, il y a des questions là-dessus, puisque c'est la fin. Et là, regarde la transition. Tellement la transition. Wouah. Merci d'avoir écouté. Je vais me tirer une balle dans la tête. Vas-y. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un euro du coup. Bah, merci à Qui toi, est Neurol? c'était aimable. Odell. Et Neurol, c'est SE-base, pas IC-base. IC-base, c'est Il Any-roll. dit que ça, genre, ce que vous avez montré là, l'image, c'est un euro avec les trucs random. Non, ça c'est juste moi. Mais t'as essayé de faire le euro là. Mais c'est aucun rapport avec NE, ça. NE, c'est voir le potentiel des choses, c'est pas mettre des trucs random, c'est juste que t'es encore bloqué sur l'OPS. Genre... Alright, I have to go now. I have to go outside. Le Putain, PS et le métier, de- c'est pareil, genre, Je fais une en conférence métier, je d'une crois. heure et demie, tu sais, pour qu'à la fin, il te balance une démission de paix. Bossez, bossez. Bon, je vais arrêter là.